Bonjour et bienvenue en ce beau froid vendredi 10 mars à ce nouvel épisode de Histoire de passer le temps. On pensait que le printemps, ça y était. Eh ben non, c'est le retour au froid de janvier. Amélie Roy-Bergeron au micro en remplacement de Étienne Lapointe. Et à la régie, on a Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Et en chronique aujourd'hui, un programme plutôt chargé comme d'habitude. Alors qu'au milieu de la semaine, on a souligné la Journée internationale des droits des femmes, Myriam Mongeau fait un retour sur la Fédération des femmes du Québec, fondée en 1966. C'était le 50e anniversaire l'année dernière, donc quel beau sujet. Pourquoi pas? On souligne ça. Oui. Ensuite, il y a aussi l'idée que un mur entre le Mexique et les États-Unis prend de plus en plus d'importance, notamment avec la chicane à savoir qui va payer le mur entre les États-Unis et le Mexique. Donc, Philippe McReady, tu viens nous parler d'un autre mur. Oui, en fait, l'ancêtre du de ce mur. Oui, c'est ça, en fait. En 94, en le 94. projet Gatekeeper. Exactement. Et aussi, nous allons faire changement du 375e anniversaire de Montréal, qui est partout avec le pont Jacques-Cartier tout illuminé cette semaine. Il est beau. David Girard, tu viens nous rappeler que c'est aussi le 150e anniversaire du Canada. Aussi. Et tu vas nous parler de Georges-Étienne Cartier, ce fondateur. Je termine ma série de personnages avec c'est la fin. Mon ami Georges. Après, je parle d'autre chose. Ah, un autre sujet. Et tout d'abord, Mathieu Cordeau pour les nouvelles. Oui, alors pour les nouvelles cette semaine, tout d'abord l'expo Curiosité au musée Stewart qui se termine ce dimanche, le 12 mars, donc il vous reste 2 jours. Ensuite, le 16 mars à midi à l'UQTR, une conférence intitulée « Prostituées, aubergistes et cabaretières, étudier les femmes à Montréal au 19e siècle ». Un plaisant petit road trip en perspective. Puis toujours le 16 mars, le groupe d'histoire de Montréal organise une conférence titrée « Fémina à femmes d'aujourd'hui » quand la radio et la télévision de Radio-Canada voulaient parler aux femmes au foyer. C'est jeudi prochain à 17h au local A6290 dans le pavillon Aquin. Puis, dans le cadre du déménagement de l'Hôtel-Dieu, dans cet hydre monstrueux qu'on appelle le CHUM, le musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu va ouvrir ses portes la semaine prochaine pour la saison estivale. Puis pour ceux qui connaissent pas ce musée, l'indice, c'est Jeanne Mance. Oui, c'est sur dans le fond, l'Hôtel-Dieu a été fondé en 1645. Alors, l'expo permanente parle un peu de l'histoire de la médecine et de c'est quoi les méthodes pour soigner à partir de tout ça. Puis une expo permanente aussi qui traite du déplacement de l'Hôtel-Dieu, le nouveau qui est en ce moment au pied du Mont-Royal. Et là, depuis 1861 uniquement. Fait que c'est un deuxième et nouveau bâtiment, en fait. Merci. Et finalement, un petit rappel pour les étudiants du premier cycle en histoire à l'UQAM. Vous avez jusqu'au 15 mars pour envoyer vos propositions de communication à Christopher Gauchat pour le colloque des premiers cycles qui se tiendra le 29 mars. Et c'est tout pour cette semaine. Oui, alors on passe tout de suite à Myriam Mongeau et la Fédération des femmes du Québec. Ben oui, cette semaine, je voulais vous parler de la Fédération des femmes du Québec. Comme tu l'as mentionné, mercredi, c'était la Journée internationale des femmes. Et donc, je voulais célébrer un peu la FFQ qui a eu 50 ans, donc en 2016, donc sous peu 51 ans. C'est une occasion de parler des femmes, mais évidemment, on n'est pas obligé d'attendre une Journée internationale des femmes pour parler d'histoire des femmes. Sauf que l'occasion était à ne pas manquer. Alors, qu'est-ce que c'est la Fédération des femmes du Québec? Aujourd'hui, en 2017, ça se veut une organisation féministe autonome qui travaille à la transformation et à l'élimination des rapports sociaux de sexe, des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie. On veut développer la pleine autonomie de toutes les femmes, la reconnaissance de leur contribution à la société. La FFQ, c'est un organisme non partisan de défense des droits des femmes qui vise la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes. Tant à l'échelle nationale qu'à l'internationale aussi, on va le voir, la FFQ va se joindre à des mouvements internationaux de droits des femmes. Donc, la FFQ lutte pour l'émancipation des femmes, l'affirmation de leur droit de participer à la vie sociale, culturelle, économique et politique. Elle réunit des membres individuels et associatifs. Donc, on peut aussi se joindre il y a des associations qui se joignent à la FFQ, dont des centrales syndicales, des associations mixtes aussi, mais seulement mixtes ou féminines, donc pas des associations... Des hommes seuls ne peuvent pas se joindre. Non, exactement. C'est ça, c'est des membres femmes. Dans les grands congrès, par exemple, des hommes pourraient y être oui. Par le biais des centrales syndicales, par exemple. Exactement. Puis de toute façon, dans les moments où on se réunit pour discuter de droits des femmes, les hommes aussi font partie de
de l'équation, finalement. À ce jour, la FFQ regroupe plus de 700 000 membres quand même. Elle est reconnue comme leader du mouvement des femmes pour son implication politique et ses actions féminines et féministes, d'envergure dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Comment on en est venu à la création de cette organisation-là? En fait, dans les années 1960 au Québec, c'est vraiment le terreau de plusieurs changements sociaux, plusieurs transformations qui ont entre autres touché la situation des femmes. À cette époque-là, les femmes mariées sont toujours subordonnées légalement à leur mari, donc elles peuvent pas avoir de compte de banque, elles peuvent même pas non plus signer d'intervention médicale pour leurs enfants, d'autorisation d'intervention médicale. Mais tranquillement, le rôle des femmes et leur situation dans la famille, dans le domaine de la consommation des biens, sur le marché du travail, dans le monde de l'éducation et éventuellement sur la scène politique aussi, tout ça, c'est en train de changer. À cette époque-là, il y a peu de femmes en politique. La seule au Québec, c'est donc Claire Kirkland-Casgrain, qui est élue députée à l'Assemblée nationale, qui est décédée d'ailleurs le 24 mars 2016, donc ça fera bientôt 1 an. La première femme députée au Québec. Puis je pense que c'est aussi elle qui a fait qui a proposé le projet de loi sur je pense que c'est la capacité juridique de la femme mariée là. Oui. Dès 61, ça a été proposé, puis après ça a été adopté en 64. Donc c'est vraiment dans le même moment que le début de la Fédération des femmes du Québec là. Elle a pas tardé à mettre des actions de l'avant pour les femmes. En fait, la FFQ est un peu née en 1965 lors d'un événement pour célébrer le 25e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec. C'est un événement pour souligner cette avancée-là qui a entre autres été organisée par Thérèse Casgrain. On le rappelle, qui a milité depuis les débuts pour les droits de vote des femmes. C'est également, elle aussi, elle a été la première femme à être élue chef d'un parti politique en 1951, mais n'a pas été élue députée ni été à l'Assemblée nationale, mais quand même, c'est à remarquer. Donc, c'était de quel parti? C'était le PSD, qui était le Parti social-démocrate, branche francophone du Cooperative Commonwealth Federation. Donc, on connaît tous ces partis, évidemment. Mais le CCF est à l'origine du NPD. Oui, c'est ça, exactement. Il me semble. Ouais, du côté canadien. Ouais. Donc, c'était la branche québécoise, finalement. Donc, lors de cet événement-là, il y a 250 femmes qui se réunissent et qui expriment le désir d'aller plus loin. On célèbre le droit de vote, mais il n'y a pas que ça et on est prête à aller de l'avant. Elles vont adopter à l'unanimité une résolution qui vise à fonder la Fédération des femmes du Québec. Elles voulaient regrouper les associations féminines et mixtes aussi qui œuvraient déjà dans ce milieu-là pour regrouper tout le monde ensemble et être vraiment une force de frappe pour les droits des femmes. L'intention n'était pas de fonder un parti politique, mais vraiment de pouvoir exercer des pressions sur les instances politiques décisionnelles. On voulait vraiment collaborer avec l'État et non pas devenir un parti à part entière. Il y a de nombreux thèmes qui vont être mis sur la table dès le début de cette réunion-là. Contraception, divorce, congé de maternité, garderie, accès aux emplois, aux études supérieures, gratuité scolaire, donc des thèmes qui, tout au long de la deuxième partie du 20e siècle, vont être vraiment... Ils vont revenir souvent dans l'actualité. Encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'allais dire. Points. Donc, dès 1965, on met sur pied ce comité-là qui va fonder en 66 la FFQ. On voulait donc, dès le départ, à la FFQ, regrouper sans distinction de race, d'origine ethnique, de croyances religieuses, des femmes et des associations pour coordonner toutes ces actions sociales-là pour les droits des femmes. La charte n'excluait pas les associations mixtes, donc, mais excluait les hommes. On veut faire de cette fédération-là vraiment une force pour accéder à l'égalité avec les hommes. C'est le 23 et 24 avril 1966 qu'a lieu un vaste congrès qui va mener finalement à la création de la FFQ avec la création de leur charte également. Il y a 8 grands thèmes sur lesquels elles vont s'entendre dès le départ. J'en nomme quelques-uns, là. Enquête nationale sur le statut de la femme, augmentation et redistribution des allocations familiales, législation concernant les aides familiales, formation de main-d'œuvre féminine, obtention de parité salariale, amendement au Code civil, politique d'emploi, et on voulait également mettre sur pied une vaste enquête provinciale sur la main-d'œuvre féminine. Donc, des grandes thématiques pour faire changer les choses. Les délégués vont aussi réclamer l'abolition du terme ménagère, qui est encore associé à la mère de famille, et on voulait terminer cette utilisation de ce terme-là. Plutôt réducteur, en fait. Absolument, oui, c'est ça. Péjoratif. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, il est très utilisé comme ça, fait qu'on a voulu terminer l'usage de ce terme. On comprend donc que l'emploi, la famille, l'importance de tracer un portrait de la situation des femmes par des enquêtes nationales sont au cœur des préoccupations des fondatrices de la FFQ. Donc, la Fédération des femmes voit le jour pour défendre les intérêts et les droits des femmes par la lutte collective.
L'accueil de la fédération par les instances gouvernementales a été assez bonne. On a vu d'un très bon œil cette organisation-là, ce regroupement-là. René Lévesque a eu des super bons mots. Mais l'idée que c'était un peu apolitique ou que c'était attaché à aucun parti devait tant quand que même... ça restait apolitique, c'est ça, c'était de dire bien qu'on va vu. collaborer avec n'importe qui, puis c'est pas dans une idée de lutte, mais dans une idée de faire mieux les choses. Je pense que ça a joué dans la perception des gens. Puis, donc, ce qui va venir finalement un peu plus tard dans les années 70, on va voir une division entre les regroupements féministes, justement, parce que la FFQ se voulait beaucoup plus modérée. La FFQ a mené de front plusieurs grandes luttes et actions pour le droit des femmes, puis va se joindre évidemment tranquillement à l'international un peu plus tard. Donc, comme je disais, dans les années 70, il y a le FLF, le Front de libération des femmes du Québec, un peu en lien avec tout à fait en lien avec le FLQ, qui voit le jour et qui était un mouvement beaucoup plus radical, menait des luttes contre le patriarcat, contre le capitalisme. On voulait s'attaquer à des grosses pointures. On peut faire référence ici avec leur super belle revue qui s'appelait Québécoise debout, oui. Qui était publiée par le FLF, qui était vraiment très revendicateur avec des beaux grands thèmes féministes, là. C'est très intéressant d'aller revoir. C'est encore d'actualité. Oui, dans vraiment. bien des cas, en fait. Oui. Puis, donc, c'est ça, le FLF a comme pris de manière plus radicale les luttes. Et ça a vraiment fait une petite scission là, avec le FFQ. On a été vraiment dans l'ancienne tradition des luttes féministes, donc de plus modérées, ce qu'on a appelé les vieilles féministes, là, mais la deuxième vague du féminisme était plus radicale et le FFQ s'en est pas trop mêlé au départ. Par contre, elles vont finir éventuellement par se mixer, entre autres concernant le droit à l'avortement. En 1976, la FFQ va se joindre aux féministes plus radicales pour réclamer la décriminalisation de l'avortement. Un appui majeur parce qu'à ce moment-là, quand même, la FFQ comptait 130 000 membres. Déjà rapidement, là, à peine 10 ans plus tard de la fondation. Donc, c'était un appui non négligeable. Dans les années 80, le militantisme féministe va connaître un petit peu un creux de vague, ou en tout cas, n'aura pas la même place dans les médias parce qu'on a connu des crises économiques, des récessions qui ont vraiment pris toute la place. Par contre, Françoise David, donc présidente de la FFQ de 94 à 2001, va vraiment relancer les troupes de ce groupe-là en plaçant la lutte contre la pauvreté au centre des priorités, ce qui est tout à fait en lien avec les crises économiques qu'on venait de connaître. La femme était souvent même la une femme des premières monoparentale, victimes absolument de la pauvreté, des résultats des crises économiques. Donc, on a voulu vraiment placer la lutte contre la pauvreté au centre des revendications de la FFQ. En 95, donc, Françoise David va mobiliser les femmes autour d'une vaste coalition contre la pauvreté avec la fameuse marche du pain et des roses. C'est en référence au slogan de grève de travailleuses du textile au Massachusetts en 1912. 9 revendications vont être portées par ce mouvement-là, dont la mise en place d'un programme d'infrastructure sociale, la hausse du salaire minimum, meilleur accès pour les femmes à des programmes de formation, adoption d'une loi sur l'équité salariale. Donc, c'était les revendications sociales et économiques au cœur de ça. Le 26 mai 95, c'est 850 marcheurs qui vont entamer le chemin vers Québec à pied, à peu près un peu plus de 200 kilomètres là, en 10 jours, pour arriver finalement devant l'Assemblée nationale avec une foule de près de 15 000 personnes qui appuyaient les revendications de la FFQ et qui les attendaient avec ferveur. Là, la marche a été vraiment une grande réussite. Il y a des gains importants qui ont découlé de ça, augmentation du salaire minimum, adoption de la loi sur l'équité salariale, même si, c'est pas tout à fait... C'était un long processus encore en cours, mais déjà, exactement. C'était quelque chose qui était une idée qui était là dès le début de la fondation de la fédération, l'équité salariale. Oui, exactement. Puis là, ça a vraiment pris de l'ampleur. La marche du pain des roses va avoir vraiment une grande influence parce que ça va générer l'idée d'organiser une marche mondiale des femmes dont la première édition va se dérouler en 2000. Donc, c'est vraiment une initiative québécoise qui a pris vraiment de l'ampleur. En 2015, la marche mondiale a regroupé 6000 groupes à travers plus de 160 pays qui ont participé à ça. La première marche mondiale en 2000 a vraiment parti, là je me rappelle, il me semble que c'est en Amérique du Sud, puis on a marché, on a fait des mouvements de femmes jusqu'en Afrique. Si je ne me trompe pas, c'est au Burkina Faso que ça s'est terminé ou quelque chose comme ça, donc ça a vraiment pris de l'ampleur. Et depuis donc les années 2000, la FFQ prend un tournant beaucoup plus international, altermondialiste, puis on se mêle des grandes luttes féminines et féministes à travers le monde.
Donc, en 50 ans, la Fédération a offert des formations, entre autres au leadership, a encouragé les femmes à se lancer en politique, a mené de front des grandes luttes sociales à l'échelle internationale. Elle a réussi à réunir des femmes de tous les horizons, la jeunesse, les femmes autochtones, les immigrantes, des femmes de différents milieux sociaux aussi qui se sont joints à cette lutte-là. C'était d'ailleurs lire les commentaires de certaines femmes du début de la FFQ en disant c'était étonnant de voir des femmes bourgeoises, des femmes du milieu social, des femmes éventuellement des femmes du politique et sur l'aide sociale qui se mélangent. Au final, tout ça est réduit au dénominateur commun entre tous ces gens-là, c'est le fait d'être une femme. Exactement. C'est ce qui a réuni ça. C'est sûr que c'est pas une organisation qui a toujours fait l'unanimité et qui ne fait toujours pas l'unanimité tout le temps, mais malgré tout, il y a de nombreux gains pour l'égalité qui ont été obtenus grâce à la FFQ. Il y a des lois sur l'union civile qui ont changé, les pensions alimentaires, l'assurance parentale, une politique québécoise de la condition féminine aussi, donc ça a amené des grandes avancées. La FFQ lutte toujours actuellement sur différents plans contre la discrimination, pour aussi des questions de justice reproductive, contre la laïcité, pour la laïcité de l'État, contre la pauvreté, la violence. On sait qu'en 2017, il y a encore du chemin à faire malgré tout, à travers le monde, mais aussi au Québec pour atteindre l'égalité. Donc, c'est un mouvement qui vaut la peine de continuer à faire valoir absolument. Qui maintient sa pertinence. Même 50 ans plus tard, oui, ouais. C'est pas... Surtout au Québec, on sable dans les programmes sociaux, en fait. Ce sont les femmes les premières touchées par les coupes dans le CPE ou dans tout le programme social qui s'est construit dans les 50 dernières années. D'ailleurs, la lutte à l'austérité, les mouvements sociaux, les mouvements des femmes se sont beaucoup opposés à tout ça parce qu'elles sont, nous sommes les premières souvent victimes de ces décisions-là. Donc, ça fait encore partie des luttes qui sont finalement les mêmes tout au long du 20e siècle et maintenant du 21e siècle qui se poursuivent. Moi, j'aurais une question pour toi, mais je remonte un petit peu en arrière, là. Tu parlais dans les années 80 qu'il y avait un peu un creux de vague dans le mouvement, la fédération, mais aussi dans le mouvement féministe là, en général. Est-ce que ça pourrait avoir rapport avec la montée du souverainisme au Québec ou les divisions au niveau du Québec puis même du Canada? Parce que ça a créé quand même des bouleversements un peu partout, là, dans toutes les institutions, disons, là. Absolument. En fait, dans les années 80, même si la FFQ se veut non partisane et n'a pas pris de position politique au départ, c'était fondamentalement fédéraliste dès le départ, la FFQ. Puis, même si ça prend un peu une couleur selon la présidente de la FFQ, les tendances de la présidente vont peut-être teinter les décisions. Dans les années 80, il y avait une présidente, j'ai noté son nom, Sheila Feinstein, qui était beaucoup plus nationalisme canadien. Puis on a beaucoup espéré l'espèce de grand nationalisme canadien qui semblait voir le jour dans les années 80 avec, finalement, tout ce qui n'a pas eu lieu avec le lac Meech et tout ça. À la fin des années 80, la FFQ a pris une tangente beaucoup plus nationaliste, québécoise, souverainiste. Donc, les années 80 ont été teintées d'une espèce de division politique, idéologique au sein de la Fédération des femmes, ce qui a probablement un peu nui aux autres luttes. Oui, on peut aussi penser que dans les années 90, avec l'arrivée de Françoise David qui est quand même une grande souverainiste, là, ça a dû aider à changer justement, aider, je sais pas, là, mais ça a dû changer. Un autre ton, exactement, oui, ça a dû donner vraiment une couleur très différente. Oui, puis on note souvent que même si c'est non partisan, de la FFQ et de la présidence de Françoise David est quand même né Québec solidaire aussi. Oui. Donc, ça, comme je disais, la présidente teinte toujours un peu les couleurs des décisions et des approches qu'on va prendre là-dedans, ça c'est certain. Ouais. Alors, en musique, Anne? Oui, aujourd'hui, on s'est dit, pas vraiment de thème particulier. Ah non, surprise, c'est quand même la semaine des femmes. Donc, on va y aller tout en féminité dans notre musique. La première chanson qu'on va écouter aujourd'hui, c'est Tu vas, tu viens de Junior et c'est tiré de l'album Oulala. Et là, je vais vous décrire juste la définition que Choc nous donne de cet album-là. Je trouve que c'est sublime. Donc, ça respire la chanson à la Françoise Hardy, les 60s, la fausse naïveté et la mélancolie. Le look à la garçonne et l'imagerie en noir et blanc apportent une touche badass et mystérieuse. Donc, on écoute ça tout de suite, puis on se revoit dans 3 minutes. Tu vas, tu viens, on m'entoure demain. Histoire sans fin, tu verras bien. Tu prends, t'y tiens,
Bienvenue à Histoire de passer le temps sur choc.ca. Alors, je passe tout de suite la parole à David Girard et à Georges-Étienne Cartier aussi. Oui, ce sera Georges-Étienne Cartier qui parlera pour ma chronique. Exactement. Merci, Amélie. Oui, j'ai donc décidé de poursuivre ma petite série sur l'histoire de Montréal et sur l'histoire du Canada avec le troisième personnage de la Confédération canadienne, Georges-Étienne Cartier. Vous pouvez d'ailleurs visiter sa maison à Georges-Étienne, située sur la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Vous irez là pendant vos vacances estivales, passer un peu de temps et vous promener allègrement sur les quais par la suite. Est-ce que c'est une maison patrimoniale comme il y a des visites guidées et tout ça? Oui. Ah, oui, ça fait partie de Parc Canada. OK. Ben Puis elle s'appelle la maison. C'est gratuit cette année parce que les Parcs Canada sont gratuits. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bon, on va aller vérifier ça. Répondez-nous sur Facebook. Non, oui. Politicien et père de la Confédération, Georges-Étienne est né le 6 septembre 1814 à Saint-Antoine, dans le Bas-Canada. Il est décédé le 20 mai 1873 à Londres. Il participe à la rébellion de 1837 et 1838 et c'est le premier à devenir ministre de la milice et de la défense du Canada, un peu l'équivalent aujourd'hui du ministre de la Défense nationale. Fait d'armes, en fait, il est responsable de l'adhésion au Dominion du Canada, du Manitoba et de la Colombie-Britannique et c'est également un des descendants pour l'anecdote, en fait, un des descendants de Jacques Cartier. Ah, vraiment? Ben il y a si peu de quartiers? Si peu de quartiers. Ben, c'est une ligne droite, je dirais, avec Jacques. Voilà. Son histoire, ses origines, en fait, lui, il vient d'une famille assez aisée d'exportateurs de céréales et de meuniers. Après sa graduation au Collège de Montréal et son admission au barreau en 1835, il adhère aux Fils de la Liberté, une association de 700 à 800 jeunes gens fondée à Montréal le 5 septembre 1837. Bon, l'adhésion se faisait à l'époque avec une initiation dans une ferme, les yeux bandés, des rituels, des chants sacrés. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme une association, un peu comme une fraternité. Les chevaliers de colon trash. Ben, exactement. Voilà. Alors, on salue les gens des chevaliers de colon qui sont à l'écoute d'ailleurs. On les aime beaucoup. Ils sont nombreux. Ben, ça fait changement des soupers spaghettis. Tout à fait. Mais l'association se réclame de la Révolution américaine. Donc, on reprend beaucoup la même image aussi. D'ailleurs, le groupe publie un mois après sa création un manifeste où ils affirment le droit du peuple de choisir son propre gouvernement et le droit à l'indépendance pour une colonie. Dans un célèbre épisode, d'ailleurs, le 6 novembre 1837, les Fils de la Liberté, les membres du Durick Club, un peu l'équivalent montréalais des Fils de la Liberté, s'affrontent, l'équivalent anglophone, des Fils de la Liberté, ils sont à Montréal, c'est pour ça que je me suis mélangé, s'affrontent dans une violente bagarre à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Les Fils de la Liberté se réunissent tous les lundis pour discuter politique et affaires. Par contre, avant la réunion du 6 novembre, la rumeur court à Montréal que l'organisation prépare une émeute. Rien de moins. Selon une bonne vieille méthode, les membres du Durick Club, l'équivalent anglophone, comme je l'ai dit, préparent une contre-émeute. Des affiches réclamant le soutien immédiat de tous les loyalistes de la ville sont placardées et, malgré le mot d'ordre, soit rester tranquille, les membres des Fils de la Liberté se rendent à la place d'armes, discuter politique et affaires publiques, armés de fusils ou de poignards sous leur manteau. Belle discussion. Belle discussion, c'est ça. Résultat, plusieurs citoyens sont blessés et l'armée est déployée dans la ville. Voilà, ça commence en fait l'épisode des rébellions patriotes de 1837 et 1838, épisode auquel Georges-Étienne prend part aux côtés de Wilfred Nelson. Il est d'ailleurs présent à la bataille de Saint-Denis quand l'armée régulière britannique est mise en déroute. Ce sera la seule victoire des rebelles patriotes. Après, s'ensuit une série de défaites. Et Georges-Étienne, s'exile au Vermont, pas plus fou qu'un autre, là, pas envie de se faire tuer, et présente une requête l'année suivante, en 1838, pour retourner à Montréal et y pratiquer le droit. Il compte d'ailleurs parmi ses clients de sérieux personnages, dont l'Ordre des Sulpiciens, ancien seigneur de Montréal. Et rien de moins. Mais je reviens à Montréal, je commence ma pratique et voilà. Les Sulpiciens sont mes clients. On sent ici qu'il connaît les bonnes personnes, là. Il vient d'une famille aisée et effectivement, et il y a également la St. Lawrence and Atlantic Railway dans ses clients, là. Ça, c'était la compagnie qui était propriétaire du chemin de fer qui partait de Montréal jusqu'à Portland, qui donnait un port d'accès à longueur d'année à Montréal. Et en 1841, soit 3 ans après, il se retrouve bras droit et directeur de la campagne de Louis-Hippolyte Lafontaine. Quand même. Quand même, hein? Oui. Portland au Maine, pas Portland en Oregon. Exactement, oui, c'est ça, Portland au Maine. Voilà. C'est un peu loin l'autre ville. Puis, il œuvre avec Lafontaine pour réformer le Code civil et rétablir l'Assemblée du Bas-Canada qui avait été abolie par l'Acte d'Union en 1840. On s'en rappelle, ça avait brassé. Durham était venu ici, avait fait des recommandations et puis là, on voulait plus de rébellion, donc on avait aboli l'Assemblée du Bas-Canada.
En 1848, il participe à l'instauration du gouvernement responsable, un gouvernement qui doit rendre des comptes de ses propres actions au peuple. Et il est élu l'année suivante dans Verchères et devient, on le devine, rapidement ministre au cabinet. Bon, quand t'as des clients, c'est l'ordre des Sulpiciens puis la St. Lawrence and Atlantic Railway. Je pense que c'est une place de ministre au cabinet qui attend une fois rentré en politique active, comme on dit ces temps-ci pour Gabriel Nadeau-Dubois. Les affaires vont bien et George maîtrise de toute évidence les rouages du système. Il devient co-premier ministre de John A. Macdonald, au Parlement d'Union entre 1857 et 1862, et c'est lui qui met en marche la Confédération canadienne. Bon, c'est le véritable père. Mais c'est le père de la Confédération. Voilà, exactement. L'une de ses grandes victoires, d'ailleurs, à George-Étienne, est qu'il aurait influencé en 1857 la reine d'Angleterre dans le choix d'Ottawa comme capitale du futur Dominion britannique. Mais pourquoi Ottawa? En tout cas, c'est un peu une bonne illogique question. parce que C'était pas une très petite ville à c'est l'époque. ça. Il y avait vraiment pas beaucoup de population. Puis en plus, c'était pas vraiment dans les plans de la développer, là. C'était pas dans les quatre, non, exactement. Non. C'était pas dans les choix entre Toronto, Kingston, Montréal ou Québec. Mais la ville possède l'une des installations d'usinage les plus grandes au monde. Quand même, il y a une bonne industrie qui s'y déroule, accompagnée d'activités importantes d'abattage, de flottage et de transport par barge. Bref, on coupe du bois en masse, ce qui en fait une capitale idéale. Est-ce que le fait que ce soit vraiment à la jonction du Québec et de l'Ontario a joué Ben ça, pour dire que c'est comme une autre espèce argument, d'idée oui. de compromis. Ce Ouais, sera pas Québec, ce sera pas Toronto. Kingston aurait été une place comme logique aussi dans ce point de vue-là, parce que Kingston est quand même pas si loin. Tout à fait. Mais dans les arguments, en fait, ça c'en est un autre, c'est que la ville est située entre deux colonies, deux provinces, et des provinces fondatrices. Exactement. Et quand même sur le bon Les bord, autres quand comptent même. pas. Mais sur le bon bord. Donc, ça bon plaît bord. aux anglophones, qui sont majoritaires au Canada, en Dominion. Ça plaît aux francophones, la capitale est pas trop loin. Bon, en fait, personne n'est content, personne n'est fâché. Fait que tout le monde, ça va Comme pour tous les l'instant. compromis. Puis, tous les compromis, exactement. Puis, Ottawa est plus, mais ça c'est vrai, est plus facile à défendre que Toronto, Kingston, Montréal ou Québec. Je veux dire, le territoire est assez large, la frontière américaine est pas loin de ces quatre villes-là. Donc, ça devient très difficile de défendre l'une des quatre villes si les Américains attaquent. Ottawa, c'est beaucoup plus loin. Même nous autres, pour s'y rendre, ça prend maudit temps. J'ai une question. Est-ce que comment il a fait pour convaincre la reine? Est-ce qu'il est allé là-bas? Ben, en fait, Est-ce oui, il est qu'il a allé écrit là-bas, une oui. lettre Non. émouvante? Passionné. Il s'est rendu sur place, paraît-il. Ah. Et puis, c'est ça, il lui aurait dit en fait que la ville était bien située, facile à défendre et qu'elle plaisait politiquement à tout le monde. Bon. Et la reine aurait plié. Peut-être qu'il a utilisé son charme aussi, on ne sait pas. Voilà, l'histoire ne le dit pas, mais ferez des recherches là-dessus et revenez-moi. Avec la réponse, évidemment. Voilà. Et puis aussi dans son plan, dans son projet, il voulait faire de Montréal, bon, c'est un homme de chemin de fer, il voulait faire de Montréal une plaque tournante, une ville entrepôt d'un système de commerce ferroviaire qui partirait. Montréal serait le point central, puis qui irait partout au Canada. Et Ottawa, dans cette voie-là, était directement sur le chemin de fer du Grand Tronc, ce qui facilitait aussi les déplacements Montréal-Ottawa. Ça lui convenait à lui, George-Étienne, également. Ensuite, quelques années avant la Confédération, impasse politique. Ça marche plus au Canada. C'est alors qu'il décide de s'allier avec John A. Macdonald et les Clear Grits de George Brown. On s'en souvient, j'ai parlé de deux personnages préalablement. Les conservateurs, John A. Macdonald était associé aux conservateurs au Canada-Ouest. Les Clear Grits, c'est plus des radicaux, on pourrait dire c'est l'ancêtre du Parti libéral actuel. On pourrait aussi dire que le Parti libéral actuel est contre les francophones, mais ça, c'est historiquement parlant. Lui-même, George-Étienne est à la tête des Bleus au Québec, l'association, la formation politique qui domine la Chambre d'Assemblée. L'objectif de la Grande Coalition devient la création d'une union élargie avec toutes les provinces de l'Amérique du Nord britannique, une fédération de provinces, incluant même le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve, mais Terre-Neuve va embarquer beaucoup plus tard. Sous son influence, les délégués présents aux conférences de Charlottetown et Québec en 1864 s'engagent à la construction d'un chemin de fer colonial, ce puissant ciment du Canada ancestral. Dans le cadre de la Confédération, George-Étienne choisit le portefeuille de la milice pour mettre sur pied une force nationale
pouvant résister à toute invasion ou interférence des États-Unis dans le système politique canadien et ainsi sécuriser l'entrée nord-ouest du territoire. D'ailleurs, il remplace souvent Johnny MacDonald lorsque celui-ci est malade, comme premier ministre, ce qui arrive souvent. Je rappelle que Johnny MacDonald avait un petit problème d'alcool et devait s'absenter fréquemment. Anecdote, durant l'année 1868 et 1869, soit un an après la Confédération, il part à Londres avec William MacDonald pour négocier le transfert aux mains du Dominion. Est-ce que William était le fils de Johnny? C'est une bonne question. Non, McDougall, pardon. Un peu fatigué, oui, c'est ça. Oui, il y avait beaucoup de McDonald dans mon histoire. McDougall, pardon, oui, non, c'est pas le fils de Johnny. Je comprenais pas la question, mais j'ai vu, oui, tout à fait. Bonne question. En fait, il part avec ce personnage pour négocier le transfert aux mains du Dominion de la terre de Rupert, qui appartient alors à la couronne britannique, et des territoires du Nord-Ouest, propriété de la compagnie de la baie du Tson. Grâce à ses bonnes relations, Georges-Étienne, avec les militaires, les bailleurs de fonds, les constructeurs de chemins de fer britanniques, il connaît bien les intérêts impériaux et agit en prévision d'une éventuelle route vers le Pacifique et l'Asie. Donc, c'est facile de convaincre la reine en disant, regarde, on va faire une route qui va vous permettre, à vous, l'Angleterre, d'accéder rapidement à l'Asie par le Canada. Ça devient donc intéressant pour l'Angleterre de céder les territoires au Dominion du Canada. Quand même un fin politicien, là. Quand même brillant, oui, faut le dire. Convaincre la reine et retourner quelques années plus tard, 10 ans plus tard, pour la reconvaincre à nouveau de lui donner la moitié du continent. Il faut le faire, je veux dire. Il y a des bons arguments, je pense. Par contre, l'entrée du territoire est bloquée par Louis Riel et ses hommes. Ça complique un peu les choses. Et on sait que Georges-Étienne Cartier a des sympathies avec les Métis. Il va jouer lui-même un rôle clé dans les négociations avec l'émissaire Abbé Richot concernant le statut de la province. Un rôle de premier plan dans l'annexion du Manitoba et de la Colombie-Britannique l'année suivante, en 1871, au Dominion. C'est lui qui s'occupe, en fait, des négociations. Le Manitoba pose problème. Il va lui dire, bon, mais votre rébellion, c'est le fun, mais on va vous créer une province. Est-ce que vous va? Puis Manitoba fait, oui, on est content. Même chose avec la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique veut joindre la Confédération en 1871 et elle dit, on va joindre s'il y a un chemin de fer. Et Georges-Étienne, tout bonnement, répond, on va construire un chemin de fer. Eh oui. Et voilà. Aussi simple que cela. C'est réglé. Tout au long de sa carrière, Georges-Étienne encourage le développement du réseau ferroviaire, comme vous le comprenez. Il s'implique grandement dans la construction du Grand Tronc. Il y avait des intérêts aussi là. Il faut dire qu'il s'est beaucoup enrichi avec la Confédération. D'ailleurs, c'est une de ses critiques, je reviens à la fin. Devenant même solliciteur et président du comité ferroviaire au Parlement du gouvernement de l'Union. Donc, actionnaire de compagnie de chemin de fer et président au Parlement du comité ferroviaire. À l'époque, on se scandalisait pas de ce genre de double emploi, j'imagine. Mais c'est drôle parce qu'on dirait qu'on s'en scandalise pas non plus aujourd'hui. Non, ça arrive encore. On s'en scandalise un peu puis on oublie rapidement. C'est ça. Voilà. Et Georges-Étienne fait la promotion du terminus de Montréal comme terminus ferroviaire transcontinental. Héritage, en tant que défenseur de la communauté canadienne-française et tête pensante de l'Union, Georges-Étienne Cartier a joué un rôle indéniable pour le mouvement de la Confédération canadienne, ce qui est le fun pour nous autres. Cependant, on le critique beaucoup au Canada français, d'un, pour s'être enrichi beaucoup avec l'opération, personnellement, et de deux, pour avoir fait un pacte avec les ennemis de toujours, Johnny MacDonald et George Brown, qui étaient deux personnages qui n'aimaient pas beaucoup les Canadiens français, donc on lui lance quelques tomates ici au Bas-Canada, ou au Canada-Est à l'époque. Voilà, mais c'est quand même... faut quand même dire que à l'époque, 20 ans après les rébellions, 10 ans après l'incendie du Parlement, le contexte politique n'est pas facile et lui doit naviguer là-dedans. Il le fait quand même bien, effectivement. Je veux dire, il a quand même réussi à aller convaincre la reine 2 fois. Et on lui reproche ainsi sa participation à la construction et à la solidification d'une union inégale dont, paraît-il, l'objectif à long terme serait l'assimilation des francophones au sein de la nation anglophone. Voilà. Moi j'ai déjà entendu quelque chose, je pense que c'est plus qu'une rumeur, là, mais tu sais, dans le fond, on dit, bon, c'est nager dans un contexte politique puis différent, parce que bon, il est pris avec ça, mais ce qui paraît, il a nommé sa fille Reine Victoria. C'est un next level d'assimilation. Il est vraiment... Tu sais, je veux dire, je pense qu'il... Gros penchant pour la reine. Non, c'est ça, je pense que... Ben écoute, il y a des royalistes francophones aussi. Mais déjà, il s'appelle Georges-Étienne Cartier, mais Georges, pas de S, parce que c'est un hommage au prince Georges. Oui. On aime beaucoup les royalistes dans cette famille-là, je pense. Mais tu sais, je peux pas... Ça rapporte de l'argent. Oui, c'est ça. Mais tout à fait. Son association, finalement, avec les méchants fédéralistes, c'est pas tellement parce qu'il s'entend bien avec eux.
Les méchants avec anglophones. McDonald's, puis... Non, mais je pense que lui voit l'intérêt dans la construction d'une union élargie avec les anglophones. Est-ce que son intérêt est personnel ou national? Là, ça reste une question qui un peu des deux. Soulève le débat, oui, probablement, qui soulève en fait le débat historiographique depuis des années. Mais est-ce que c'est pas pour ça, justement, qu'on se rappelle peut-être un petit peu moins de Georges-Étienne Cartier, parce qu'on célèbre beaucoup la mémoire de John A. MacDonald, peut-être pas autant au Québec, parce que dans la vie... Au Québec, on l'aime un peu moins. Mais au Canada anglais, on dirait qu'on se rappelle un peu moins de Georges-Étienne Cartier dans les commémorations du 150e. Est-ce que c'est justement pour ça que, justement, parce qu'il était moins bien vu ici avec son alliance avec les anglophones? Moi, je dirais que c'est un Français. Francophone, en fait. C'est pour ça qu'on l'oublie rapidement du côté anglophone. Mais même ici, on le célèbre pas tant que ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'on célèbre Georges-Étienne Cartier. Il s'est fait fustiger de tous bords, tous côtés. C'est un paria. Voilà. Est-ce qu'on célèbre la Confédération ici? Oui, c'est vrai. On élimine un pont pour le 375e, voilà. Mais rien pour le 150e. Que de tristesse. 150e de quoi? Mais merci beaucoup, David, pour cette magnifique chronique, comme d'habitude. Et en musique, Anne? Ben oui, on continue sur notre lancée féminine. On va écouter Silver Velvet de Courtney's, et c'est sur leur nouvel album The Courtney's 2. C'est un trio de pop-rock garage originaire de Vancouver, donc ça va brasser un peu plus. Puis là, il faut vraiment encore une fois que je vous décrive leur musique, mais là, c'est elles qui le décrivent comme ça, et c'est en anglais, donc je vais travailler fort. C'est super musical, là. Sun-drenched flying nun, influenced pop with sweet licks that will stick with you for days. Oh. C'est juste vraiment poétique. Donc, on écoute ça, puis on se revoit encore une fois dans 3 minutes. Bon retour à Histoire de passer le temps sur choc.ca. Alors, on s'en va maintenant aux États-Unis et à la frontière du Mexique avec Philippe. Ben oui, exactement. On va aller se réchauffer un peu sous le soleil de la Californie en 94.
Alors, oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais aborder l'opération Gatekeeper, une opération des patrouilles frontalières américaines qui a été mise en place afin de contrôler, entre guillemets, la frontière vis-à-vis San Diego en 1994. Mais pourquoi vous parlez de cette opération-là en particulier? Parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations au fil des années. C'est en fait parce que lors de l'opération Gatekeeper, c'est la première fois qu'on voit une implantation, la mise en place d'une barrière physique d'envergure le long de la frontière avec le Mexique. Donc, fait que là, juste comme ça, il y a vraiment rien de construit avant. Ben, en fait, vis-à-vis le secteur de San Diego, il y avait une petite clôture en métallique qui était toute rouillée, là, qui tombait. Une vraie clôture. Ouais, une vraie clôture, là, tu sais, une clôture, c'est ça qui était en train de tomber en lambeaux. Et qui avait été installé là en 91, mais c'était rien d'aussi impressionnant que qu'est-ce qui va être installé pendant l'opération Gatekeeper. Okay. Donc, pour ceux et celles à la maison qui croyaient que Donald Trump était original et innovateur avec son idée de mur, ben non, ça a commencé en fait il y a un peu plus de 22 ans. Et juste fait plus de pub. C'est ça, exactement. Toi, t'as pas de la pub de Jojo. C'est un gars de marketing, finalement. Non, mais c'est vrai que ça avait l'air d'être une innovation, comme s'il y avait rien, puis je vais installer quelque chose de complètement nouveau, un mur. Mais dans le fond, il y en a déjà un. Il y en a déjà un. On salue les gens de Berlin aussi. Donc, pendant ma chronique, je vais vous expliquer les caractéristiques de l'opération Gatekeeper, son origine, le raisonnement derrière la construction d'un tel mur et les conséquences que la construction de ce mur-là a eu sur les migrants non documentés. Donc, un peu de contexte. Tout d'abord, dans les années 80, le nombre de migrants qui vont traverser la frontière sans document ou sans passer par un point d'entrée autorisé va augmenter d'une manière assez drastique. Et là, ensuite, on peut expliquer cette montée-là avec les différents facteurs, les push and pull factors, les facteurs d'attraction et d'expulsion, encourageant l'immigration de l'Amérique centrale et du Mexique en particulier pendant ces années-là. Mais c'est pas le sujet de ma chronique, alors c'était juste une petite mise en situation. En 1993, dans le secteur d'El Paso, au Texas, un officier de la Border Patrol, Sylvester Reyes, va utiliser une nouvelle tactique. C'est-à-dire qu'au lieu de utiliser ses effectifs qui sont déployés dans la zone frontalière, à l'intérieur des terres et pour débusquer les migrants sans papier à l'intérieur des villes ou dans la zone frontalière, après qu'ils aient traversé la frontière, il va décider de les déployer directement à la frontière dans une espèce de présentation de force. Donc, Reyes va les mettre directement sur la limite territoriale. À El Paso, c'est au Texas, c'est juste vis-à-vis sa ville sœur au Mexique qui est Ciudad Juárez. Et entre les deux, il y a un canal d'irrigation avec des talus de chaque bord. Et c'est sur en haut de ces monticules-là cimentés qui va placer ses agents. Donc, au total, on a un total de 400 agents de la Border Patrol qui vont être déployés sur une distance d'environ 20 000 près de Ciudad Juárez. Quand tu dis 20 000, c'est combien de kilomètres à peu près? Ça doit être à peu près une trentaine de kilomètres. Là. OK. Mais j'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est ça. Donc, face à cette démonstration de force, Reyes croyait que les sans-papiers auraient pas d'autre choix, en fait, que de renoncer à traverser la frontière et retourner dans leur ville ou village d'origine plutôt que de risquer de se faire arrêter. L'opération va être désignée comme un succès puisque le nombre d'étrangers non autorisés dans les rues d'El Paso aurait diminué considérablement suite à la mise en place de l'opération Hold the Line. Effectivement, les chiffres de la Border Patrol avancent que le nombre d'arrestations aurait diminué de 80 à 90% par rapport aux statistiques précédant l'opération. Rapidement, la stratégie de Reyes va se répandre à d'autres secteurs de la frontière. Pendant les années 90, l'immigration illégale, pour reprendre le terme utilisé par les médias, fait constamment les manchettes aux États-Unis. Les politiciens, démocrates comme républicains, dénoncent l'afflux de migrants sans documents à la frontière avec le Mexique et les médias contribuent à la création d'un sentiment de crise, d'urgence autour de l'immigration illégale. On dit qu'il faut reprendre la frontière, il faut reprendre le contrôle de la frontière qui est devant cette espèce d'invasion. Mais c'est un peu un mythe de reprendre le contrôle de la frontière puisque elle n'a jamais été vraiment contrôlée à la base. Ça a toujours été un endroit où il y avait des échanges de part et d'autre de la frontière, historiquement parlant, avec des réseaux migratoires et des réseaux de travail qui s'étaient implantés depuis près d'un siècle. Cette espèce de climat-là dans les médias, c'est tout à fait nouveau comme idée. Mais justement, est-ce que c'est bien vu dans la population? Parce que la population locale, est-ce qu'elle est contre
disons, ces nouvelles façons de faire de l'immigration ou? En fait, c'est intéressant parce que on va voir que c'est dans ce contexte-là que l'opération Gatekeeper va être mise en place à San Diego. Mais pourquoi ça s'est mis en place à San Diego et pas à d'autres endroits? C'est ça qui est intéressant, c'est parce que chaque ville américaine a sa ville sœur au Mexique et les gens traversent de part et d'autre. Ça a toujours été... ça devient des pôles d'échange, en fait. C'est ça, exactement. Ça a toujours fait partie de la culture un peu là-bas, de la zone frontalière. Sauf qu'à San Diego, si on regarde la population, on avait une population blanche qui était récemment implantée dans cette zone-là, tandis que les autres communautés frontalières avaient une plus grande population hispanophone, une plus grande population mexicaine, et était moins justement, était plus dans cette espèce de culture de la frontière que à San Diego, où ce qu'on avait des riches blancs qui venaient de s'installer et qui voulaient justement plus voir une démarcation peut-être avec le Mexique, démarcation pas juste géographique mais aussi sociale, où ce qu'on met vraiment un accent sur séparer ceux qui sont les migrants légaux des migrants légaux et ceux qui sont séparés des blancs des hispanophones. Donc, dans ce contexte-là, juste pour vous donner une idée de l'attitude des Californiens à l'époque, ils ont voté massivement en faveur de la proposition 187, qui est un référendum à l'échelle de la Californie, qui interdisait aux sans-papiers l'accès à l'éducation publique, aux services sociaux et aux services de santé publique. Ah oui. Donc, ça vous donne une idée un peu de l'attitude là, qui régnait à l'époque. C'est la Californie, là, c'est quand même un État qu'on va penser très, très libéral, très... Oui, exactement. Mais il faut se mettre en contexte et se dire que ça fait les manchettes constamment, et là un peu comme Donald Trump a fait récemment, on parle des meurtres qui ont été commis par des migrants clandestins, où on parle beaucoup aussi que c'est des gens qui vont abuser du chômage et des services publics, et c'est pour ça que l'économie est en train de descendre, est en train de prendre le bord. Ouais. Ça date pas d'hier. Donc, c'est ça. Dans l'ouest de la Californie, particulièrement à San Diego, la majorité des migrants traversent. Les agents de la Border Patrol peuvent faire jusqu'à 3000 arrestations en 24 heures dans le secteur. Donc, il y a quand même beaucoup d'afflux de migrants par ce corridor-là. Est-ce que c'est juste des migrants qui viennent s'installer, ou est-ce que c'était comme justement dans l'idée des échanges commerciaux, c'est-à-dire que des gens qui font un peu des plusieurs allers-retours par semaine pour le commerce, ou aller vendre des trucs ou travailler? En général, c'était plus commercial, il y avait les papiers, les documents nécessaires, mais c'est plus des gens qui vont venir travailler pendant une saison et vont retourner au Mexique par la suite. C'est ce qui a toujours fait partie du système économique du sud-ouest de la Californie, avec les grandes terres agricoles qui ont besoin de main-d'œuvre pour la saison. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec les migrants une fois arrêtés? Ils les remettaient aux agents frontaliers qui, eux, les déportaient? Ou ils les déportaient directement. Les agents de la patrouille frontalière les déportaient directement au Mexique, l'autre bord, et ensuite, eux, souvent, allaient retraverser un peu plus loin, un peu plus tard. OK. Et mais ça a changé beaucoup au cours des années. On a commencé à les mettre de plus en plus loin. On est allé jusqu'à les laisser dans le désert des fois pour essayer de les dissuader. Mais sympathique. Ça reste que c'est ça. C'était très sympathique. Donc en 94, dans ce contexte-là, Janet Reno, la procureure générale, va annoncer le début d'une stratégie de contrôle de la frontière pour le secteur de San Diego qui s'appelle Opération Gatekeeper. Cette initiative de l'administration Clinton se résume un peu à la construction d'un mur sillonnant à l'ouest de la frontière et du déploiement massif d'agents frontaliers dans les secteurs les plus achalandés, un peu comme qu'on a vu dans l'opération Hold the Line avec M. Reyes. L'opération Gatekeeper est inspirée directement de cette opération-là, mais on rajoute le côté de la clôture. Une immense clôture, une immense barrière en acier de 8 pieds de haut qui va être mise en place avec aussi des immenses luminaires qui ressemblent un peu aux luminaires qu'on voit dans les stades de football pour éclairer la frontière pendant la nuit. On va aussi installer des détecteurs de mouvement, des caméras infrarouges et d'autres matériels de surveillance qui vont être mis en place tout le long du mur. En plus, on va augmenter le nombre d'agents. Juste pour vous donner une idée, il y avait 980 agents en 1994 dans le secteur de San Diego. Ça augmente à 2264, donc plus que le double 4 ans plus tard. Aïe, aïe. Graduellement. Les opérations comme Gatekeeper, Hold the Line, malgré un certain succès initial, ont surtout eu comme effet principal de rediriger les migrants clandestins à l'extérieur des villes, sans tout à fait les décourager de traverser la frontière. Ce type d'opération est justifié grâce à la théorie de la prévention par la dissuasion, Prevention through Deterrence.
En s'appuyant sur ce raisonnement, les services d'immigration considèrent que les sans-papiers, devant la présence d'agents postés le long de la frontière, vont rationnellement choisir, reconsidérer leur option et choisir de pas traverser la frontière. Cependant, cette théorie prend pas en considération certains facteurs encourageant la traversée, comme les liens familiaux de l'autre côté de la frontière ou la possibilité d'emploi. Ainsi, les migrants ont plutôt tendance à tenter leur chance dans des zones plus éloignées des centres urbains et va continuer. Et cette conséquence-là va donc pousser l'ANS à multiplier son nombre d'opérations et à donc construire d'autres murs, d'autres barrières le long de la frontière. Ça fait juste étendre la zone de transfert. Exactement. Ouais. Parce que pour dire, au début, c'était vraiment concentré dans les zones urbaines. Ouais, c'est ça, les zones urbaines. Oui. Et ça va s'étendre de plus en plus dans les zones rurales. Par exemple, en 1997, l'opération Hold the Line est étendue sur 10 000 supplémentaires vers l'ouest et l'opération Rio Grande au Texas, proche du golfe du Mexique, va être mise en place sur 36 000 au sud du Texas. Okay. Dans ce rapport de 2003, la Border Patrol fait même mention que les zones où ont été implantées les opérations connaissent une baisse drastique du nombre d'arrestations, tandis que leur nombre augmente considérablement dans les secteurs un peu plus isolés, à proximité d'où il y a eu des opérations. Puisque les zones urbaines sont désormais clôturées et hautement patrouillées, les migrants tentent leur traversée dans les zones plus isolées et hasardeuses, comme les montagnes, le désert ou les rives du Rio Grande, qui augmentent leur risque de déshydratation, d'hypothermie et ou noyade. Est-ce qu'on sait d'ailleurs combien de migrants sont morts pendant la traversée, généralement par année? En fait, c'est un chiffre cumulatif que j'ai avec moi. Entre 1995 et 2009, on parle de 5000 corps qui ont été retrouvés le long de la frontière. Et ça, c'est juste ceux qui sont retrouvés. Il y en a beaucoup qui sont pas retrouvés. Dans les zones où est-ce qu'il y a pas de mur, dans le fond, c'est une espèce de grand désert exactement, patrouillé. Ouais, un grand désert qui est patrouillé et on trouve justement les victimes après qu'ils sont décédés. Et ça prend pas en considération tout le monde qui meurt au Mexique en chemin vers les États-Unis où sont la proie souvent des cartels, des passeurs et d'autres organisations criminelles. Et Dieu sait que les organisations criminelles ont des moyens pour faire disparaître les corps assez efficaces. En plus, certains experts vont également affirmer que cette sécurisation, toujours entre guillemets, de la frontière va pas décourager les migrants de tenter la traversée, mais plutôt changer leurs habitudes. Donc, qu'on a vu, ils passent dans des endroits plus isolés. Mais les chercheurs Cornelius et Lewis, après avoir conduit 603 entrevues avec des migrants qui ont fait au moins une fois l'aller-retour du Mexique, ont eu comme résultat, ont remarqué que les gens ont de plus en plus recours au service d'un passeur, aussi appelé coyotes, pour éviter de se faire arrêter par les agents et réduire les risques associés avec le milieu naturel. 9 migrants sur 10 parmi ceux interviewés utilisaient un passeur. On a aussi remarqué que les gens restaient plus longtemps aux États-Unis parce qu'ils avaient peur que s'ils revenaient au Mexique, ils seraient plus capables de revenir par la suite. Donc, les gens commençaient à rester plus longtemps au lieu de venir de manière plus cyclique. En conclusion, l'opération Gatekeeper a été la première opération d'envergure où on a commencé à fermer la frontière à l'aide de barrières physiques. Ce modèle d'opération a ensuite été répliqué à de nombreux endroits le long de la frontière. Aujourd'hui, il existe au moins 700 000 de barrières le long de la frontière, qui est un peu plus que le tiers. Et beaucoup. Les patrouilles frontalières continuent d'utiliser le même modèle de prévention par la dissuasion qu'en 1994, mais avec une plus grande technologie et plus d'effectifs. Bonne chance, Trump. C'est incroyable. Merci Philippe pour cette vraiment belle et intéressante chronique qui nous prouve une fois de plus que rien ne change. Oui. Rupture et continuité. Oui, c'est ça. Surtout continuité, en fait. Oui. Et bref, c'est déjà tout pour cette semaine. Alors, un énorme merci à Philippe, Myriam et David d'avoir été là. Merci aussi à Mathieu et à Anne-Frédérique Morin d'avoir participé à toute cette belle discussion. La semaine prochaine, il y a Mathieu Cordeau qui va nous parler probablement de l'Allemagne et ou de Vienne. Comme d'habitude. Isabelle Dufour va parler des Amazones et je serai là pour une chronique sur l'établissement des Chinois à Montréal. D'ici là, bonne semaine. Vous pouvez toujours réécouter les chroniques sur iTunes ou sur Google Play. Et on vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de choc.ca pour pouvoir profiter de ces nouveaux ajouts dans le studio. Il y a des caméras, donc vous pouvez voir la diffusion de l'émission en direct avec caméra, nous voir notre beau visage. Et enfin, si vous commencez votre 5 à 7 du vendredi, on vous invite à poursuivre sur les ondes de choc. Au revoir!